Donc, je vous propose de commencer maintenant avec la session plénière des communications libres. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Il va y avoir aujourd'hui 9 présentations de communication libre. Après, on va vous montrer les photos qu'on a reçues pour le concours photo et la vidéo pour concours vidéo. Isabelle, est-ce que tu veux dire quelques petits mots en introduction ? J'aimerais encourager nos futurs intervenants. Je sais ce que c'est d'être à votre place. Vous ne ferez jamais pire que moi. Je suis arrivée au pupitre, je n'ai plus rien dit pendant plusieurs minutes la première fois que j'ai fait une présentation. On survit, on passe outre et c'est une très belle expérience. Donc je vous encourage tous et je vous souhaite bonne chance. Et soyez rassurés, nous avons suffisamment de temps, donc s'il y a un laps de temps pour reprendre son souffle, de faire une respiration profonde comme on a vu hier, il y a ce temps-là, donc prenez ce temps. Donc je vais demander au premier de se préparer pour sa présentation. Alexandre, je te laisse te présenter toi-même. Tu te mets au pupitre, tu te mets au milieu, c'est comme tu souhaites. Mets-toi à l'aise. Donc, pour vous donner un... Donc, le temps qu'Alexandre se prépare et va vous exposer son travail, donc je tiens à remercier à tous ceux qui ont participé, qui ont envoyé quelque chose pour les communications libres. Vous étiez cette année nombreux. Nous avons reçu 24 candidatures et nous en sommes très heureux. J'aurais besoin d'un micro, du coup, juste là. Je peux prendre celui-là ? Et je te passe le micro et comme ça, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors du coup, pour commencer, je sors mon doudou pour ne pas avoir peur. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre, je suis infirmier aux urgences au CHU de Nîmes dans le Gard, le 30. Ça tombe bien, c'est le 30e colloque, donc c'est plutôt une bonne chose. Et je suis formateur CESU au CESU de Nîmes. Voilà. Je remercie l'ANCESU de nous permettre de faire une présentation. Je remercie la ville de Rennes, les organisateurs et les modérateurs. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Voilà, donc nous avons quitté l'arène de Nîmes pour pouvoir arriver à Rennes et vous présenter comment l'on anime le module 3. Donc depuis quelques années au CESU 30, le choix a été fait d'une présentation PowerPoint pour le module 3 de la FGSU. La forte demande de changement de la part des formateurs, les difficultés d'attention des apprenants, ainsi que la réticence de certains formateurs à se rendre disponibles pour réaliser cette 3e journée, nous a poussé à réfléchir à l'élaboration d'une nouvelle technique pédagogique. Suite à toutes ces problématiques, nous avons décidé de complètement repenser et changer la façon d'enseigner ce module 3 en créant une version 3.0 à l'aide d'outils vidéo et numériques, tels que les différents logiciels de montage comme eMovie, Final Cut Pro, ou encore des bureaux numériques partagés comme Freeform. On s'est également servi des applications de communication WhatsApp qui nous permettent de mettre en commun des informations et de faire des mises à jour de travail en temps réel. En nous appuyant sur le décret et l'arrêté du 1er juillet 2019, voilà, arrêté. Et grâce à la réalisation d'un escape game, nous sensibilisons du coup les apprenants aux urgences collectives et à l'identification des dangers de l'environnement. Un exercice sur table ainsi que 2 jeux de cartes nous permettent de sensibiliser les apprenants à l'organisation de la réponse du système de santé et son articulation avec les dispositifs de réponse de sécurité civile Orsec, le dispositif Orsan, de les former au damage control et au risque NRBCE.
Là, je vais vous mettre des exemples de fichiers que nous avons créés qui permettent de faire ce nouveau J3. Du coup, il y aura le micro. Quelques exemples de photos, de vidéos que nous avons réalisées avec le CESU30. La France est touchée par de nombreux phénomènes orageux. 3 départements ont déjà été touchés par les inondations. Le bilan humain est de 10 blessés, dont 1 grave, et plus de 111 millions d'euros de dégâts matériels. Concernant les malheureusement dans un entrepôt de l'usine Moker à Nîmes, usine classée Céveso. Un périmètre de sécurité d'1 kilomètre et une cellule de crise ont été mis en place. Il y a la présence de flammes et un gros panache de fumée. A priori, le feu a pris dans un entrepôt qui sert au stockage de produits hautement toxiques. Ce nuage s'est échappé de l'usine et se dirige actuellement sur la ville de Nîmes. Il est demandé d'être déployé pour mettre à l'écart les nombreux témoins et les nombreux patients et porter secours aux victimes. Car la fusillade nous dit la police est toujours en cours. Voilà, donc les photos et vidéos que vous voyez, ce sont des photos, des fichiers que nous avons créés nous-mêmes pour pouvoir réaliser nos escape games de jeux sur table, sensibiliser les apprenants du coup, comme je vous l'ai expliqué, au risque collectif. Nous sommes partis par exemple d'une fusillade au stade des Costières, quand Nîmes Olympique était en Ligue 1 à l'époque. Vous avez des photos d'apprenants, donc pour vous expliquer aussi et vous montrer comment ça se passe dans nos salles de CESU. En haut à droite, vous avez un jeu sur... alors c'est pas sur table, c'est sur le sol, mais pareil, avec des outils que nous utilisons pour pouvoir réaliser ce genre d'exercice. Voilà. Tout ça, ce sont des montages vidéo que nous avons créés nous-mêmes, des montages photos que nous avons créés nous-mêmes. Tout le matériel nécessaire, après avoir fait ce genre d'exercice, tout ce matériel nécessaire à l'utilisation de la nouvelle version du module 3 est regroupé dans des caisses dédiées. Donc on a créé des caisses avec le matériel à l'intérieur. Donc vous allez avoir des petits exemples, voilà. Alors c'est très simple, hein, c'est des caisses basiques avec des porte-documents et à l'intérieur on a quelques objets en fonction du jeu, de l'escape game qu'on veut réaliser. C'est déployé également sur l'ensemble du territoire du Gard grâce à la CESU mobile que vous voyez juste là. Et puis voilà, nous intervenons dans tout le département du Gard, donc ici, ici, encore ici, là et là. Les résultats que nous avons obtenus depuis la mise en place en mai 2023, nous avons formé environ 60 formateurs à la nouvelle formation J3. Nous avons rédigé un guide pour faciliter l'enseignement de cette journée. Nous avons réalisé également 26 sessions de formation, ce qui comprend à peu près 260 apprenants. C'est des sessions qui sont réalisées en petits groupes. On ne peut pas réaliser ce genre d'escape game sur des groupes de plus de 15 personnes, ça devient compliqué chez nous. C'est pour permettre de faciliter l'apprentissage. Pour atteindre nos objectifs, il nous aura fallu environ 4 mois de travail jusqu'à la version test. Une journée de tournage, donc vous voyez en haut les vidéos sur fond vert que nous avons réalisées. Et ça nous a pris à peu près 707 heures de travail d'ingénierie, donc montage, création de l'escape game, rédaction du guide d'utilisation, création des cartes. Voilà. Vous avez le guide d'utilisation J3 risque collectif que nous avons diffusé aux formateurs formés à la nouvelle version. Pour conclure déjà mon diaporama, mais c'est bientôt fini, 7 minutes, c'est bon. Ça a été du coup, comme vous l'imaginez, un investissement très important avec de nombreuses heures de travail. Ce sont des heures de travail qui ont été réalisées en temps off, c'est-à-dire qu'on n'était pas au travail, on était à la maison, c'était le soir, c'était pendant les vacances. Ça a été une période assez compliquée parce que ce travail-là, on l'a réalisé sur une période qui était très courte. Voilà. Au final, ça a été très bien accueilli de la part des anciens formateurs qui étaient formés à l'ancien J3, donc on a pu améliorer ce genre de choses. Ils étaient beaucoup plus motivés, ils se positionnaient beaucoup plus, depuis la nouvelle formation, ils se positionnent beaucoup plus sur ce J3. Nous avons aussi également interrogé un peu nos apprenants. On a un retour d'à peu près 95% de satisfaction sur la nouvelle version. Ce nouveau J3 a également permis de redynamiser notre CESU30. Donc, je ne dis pas qu'on stagnait, mais effectivement, il y a une nouvelle dynamique dans ce CESU qui est en train de s'instaurer et on essaye de maintenir ce genre de choses.
Ce qui nous permet aussi d'avoir des perspectives de nouvelles formations, des projets innovants. Nous venons d'installer, de créer une nouvelle chaîne YouTube, que nous allons implémenter de nouvelles vidéos, de nouvelles choses comme ça. Et puis, j'ai terminé, c'est bon. Voilà, un petit jingle pour vous expliquer comment on fait Anime. Voilà. Merci. Allô? Oui. Merci Alexandre. Alors, on vous propose, on a un temps de questionnement maintenant, hein, Sylvia, c'est bien maintenant. Voilà. Donc, 3 minutes de questions, voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, c'est le moment. Je peux rajouter quelque chose, du coup, s'il n'y a pas de questions? Bien sûr. Enfin, voilà, juste pour vous dire que, encore une fois, c'est quelque chose qui nous a vraiment énormément motivés. C'est des choses qui ne sont pas si difficiles que ça à faire. Par contre, effectivement, il faut prendre beaucoup de temps. Voilà, moi, je maîtrise un peu l'outil vidéo, un peu l'outil informatique. J'ai fait des auto-formations dessus, ça m'a pris beaucoup de temps, mais le résultat y est, on est content. Et vraiment, je pense qu'à un moment donné, il faut sauter le pas. On n'a pas le choix, il faut y aller. Sinon, on reste autour de son nombril et... Oui, tu disais justement que ça a créé une cohésion aussi au niveau de l'équipe, c'est ça? Tout à fait. Et il y a d'autres projets en perspective alors, sur des thématiques particulières? Alors il y a d'autres formations qui vont être réalisées avec des vidéos, des mises en place de vidéos. Donc on va repartir sur des montages vidéo, on va repartir sur des journées de tournage. Autre que le SSE? Oui. Voilà. Par exemple? Je vous dis pas tout. C'est un suspense. Ça va être sur toutes les formations au CESU, tout ce que le CESU peut envoyer en formation. On va essayer de... on va pas tout remodeler parce qu'on va pas pouvoir y arriver, mais si on peut faire 2-3 vidéos sur des thèmes bien particuliers, on va y arriver. Voilà, c'est plutôt dans cette optique-là. Ça fera l'objet d'autres présentations. Par exemple. Est-ce qu'il y a des questions du public? Oui. Oui, bonjour, Sébastien Saudubray, donc chef de service formation. J'aurais une question concernant les escape games, puisque c'est un procédé, un outil qui existe déjà en termes de jeu, du coup. Oui. Est-ce que, du coup, avec d'autres départements, il y a eu des échanges, des escape games qui existaient au préalable, afin d'éviter justement cette préparation en amont, qui aurait pu vous faire, je pense, prendre un gain de temps, hein, puisque ça existe déjà depuis un moment, et est-ce que c'est des choses qui peuvent être partagées après derrière? Alors nous, on a à cœur de le partager, c'est pour ça aussi que je vous fais une présentation et que n'hésitez pas à venir nous voir. Par contre, on n'a pas vraiment été sondé d'autres départements qui avaient mis en place des escape games. On a lu beaucoup de bouquins, on s'est inspiré effectivement des escape games, mais pas des escape games réalisés par des CESU. Et on a décidé de faire notre plan à nous et de voir ce que ça donnait. Donc là, c'est toujours en phase, alors c'est plus en phase de test parce qu'on l'a instauré sur notre CESU à nous, mais on est toujours quand même en phase d'évaluation permanente pour savoir si on part dans le bon sens. Mais non, on n'a pas sondé, on n'a pas été en contact avec d'autres CESU pour ça. Merci. Merci à vous. Oui, bonjour, j'ai une question concernant les résultats. Oui. Si je me souviens bien, il y a 95% des apprenants qui étaient satisfaits de la nouvelle mouture. Oui. Comment vous avez évalué, enfin comment vous avez comparé par rapport à l'ancien modèle? Alors, ce qu'on faisait souvent, c'est que les personnes qui se rappelaient de l'ancienne version, en fait, c'était quelque chose qui était assez compliqué, assez lourd en termes d'apprentissage, parce que c'était des PowerPoint de 3h30, donc ils se rappelaient surtout de ce genre de choses, et quand ils ont évolué sur cette nouvelle formation, ils ont tout de suite été, ils se sont rappelés que c'était compliqué, que là, du coup, ça devient dynamique. Il n'y a quasiment plus... les gens restent debout, les gens se mobilisent. Et puis, il y a aussi une publicité qui est faite, par les apprenants qui passent le nouveau J3 actuellement. Et il y a une forte demande de revalider, de revoir ce J3 par rapport à l'ancienne version. Donc 95%, après, c'est des chiffres qui sont modulables, on n'est pas fiable à 100% sur ces chiffres-là. Mais en tout cas, toutes les personnes qui ressortent de cette escape game sont vraiment satisfaites de ces formations et trouvent que ce J3 est beaucoup, beaucoup plus dynamique que l'ancien. Est-ce qu'il
Il y a d'autres questions? Moi, juste une remarque, Thibaut Stoy, je suis le cadre de santé du service. Je voulais les remercier pour l'énorme investissement. Et juste pour répondre au monsieur du service formation continue, vous avez raison, il faut partager. Et c'est pour ça qu'ils vous font cet échange. C'est aussi pour vous dire que c'est possible, ça prend du temps. Mais les résultats sont là. Et vraiment, au-delà de la satisfaction des apprenants, il y a aussi la satisfaction des formateurs et l'envie du coup de le faire, alors qu'on avait des grosses réticences dans l'équipe. Par contre, une des limites, c'est qu'ils ont travaillé sur un format qui est très contextualisé, qui est très en lien avec les risques majeurs du département. Et donc, du coup, la limite, c'est d'avoir construit un escape game, des jeux qui sont très en lien avec le territoire. Et donc, c'est une limite dans le partage. Après, il peut y avoir l'adaptation de la méthode, l'adaptation du jeu décontextualisé, mais il faudra un travail d'adaptation pour chaque département derrière. Je propose, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on continue avec la prochaine présentation. Merci, Alexandre, pour cette présentation. Une thématique pas facile. Les SSE... Je te laisse t'installer, une thématique qui est effectivement pas forcément facile, pas forcément toujours bien vécue par les formateurs et les apprenants, et effectivement de rendre le SSE un peu plus sexy est une belle approche parce que c'est une thématique importante. Donc on va enchaîner avec la prochaine présentation. Est-ce que tu es prête? Non. Est-ce que tu veux qu'on démarre quand même ou... Oui. Oui. Eh bien, Cécile, je te laisse la parole. Merci. Bonne présentation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci d'être présents. Je vais me présenter. Donc, Cécile Leguet, je suis infirmière au SAMU de Rouen et formatrice au CESU de Rouen. Et je vais vous présenter, vous faire un retour d'expérience sur la formation qu'on a mis en place avec mon collègue Christophe Rial, qui est également infirmier au SAMU et formateur au CESU, qui devait normalement être présent à mes côtés aujourd'hui, mais qui ne l'est pas pour des raisons personnelles. On a mis en place aussi cette formation avec 2 ambulanciers également du SAMU de Rouen. Donc, formation qui nous a été demandée suite au décret qui est paru donc en octobre 2022 par rapport aux nouveaux gestes que les ambulanciers diplômés d'État peuvent faire. Donc, on s'est appuyé sur ce décret pour mettre en place cette formation et également sur le conducteur pédagogique fourni par l'ANSESU. Voilà. Donc, nous avons débuté cette formation donc, en janvier 2023, à raison à peu près d'une formation tous les 2 mois. On a formé donc jusqu'à présent 53 ambulanciers. Et donc, comme je vous le disais, à chaque formation, donc, on est 2 infirmiers et 1 ambulancier avec notre expérience de SAMU. Les outils qu'on a utilisés, donc différents outils. Tout d'abord, une contextualisation avec différentes mises en situation de découverte, des exposés interactifs séquencés sur de la physiopathologie. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce décret, donc avec les différents thèmes qu'on doit aborder, que je vous rappellerai tout à l'heure, il nous a semblé utile et intéressant de faire certains rappels physiopathologiques sur, je sais pas, par exemple sur le diabète, sur la crise d'asthme, de faire aussi également un exposé interactif par rapport aux effets secondaires et aux éléments de surveillance. Je pense notamment à la prise en charge d'une crise d'asthme aiguë grave avec maintenant les ambulanciers qui peuvent mettre en place une aérosolisation. Donc justement, quelques effets secondaires à rappeler, les éléments de surveillance par rapport à la bonne intégrité de l'aérosol, du produit médicamenteux, les dates de péremption aussi, et puis exposé interactif aussi par rapport aux différents principes des gestes. Autre outil, des démonstrations en temps réel,
Des ateliers procéduraux, comme par exemple vous pouvez voir en photo par rapport à la prise en charge des hémorragies. On a fait des rappels sur la pose de garrot, la pose de pansement israélien, pansement hémorragique, pansement compressif, pardon. Voilà, quelques petits rappels à base d'ateliers procéduraux. On a fait également, je vous ai marqué atelier Playmobil, c'est des simulations sur plateau en fait. Puisque les différents thèmes abordés lors de cette formation, il y a notamment le rappel sur la prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles. Donc on a mis en place une simulation sur plateau avec une intoxication CO dans une maison de retraite, donc avec nos petits Playmobil pour faire justement multiples victimes. Donc avec chacun qui a son rôle justement sur cette simulation sur plateau. Également, autre outil, une projection vidéo, plusieurs projections vidéo. On a monté une vidéo sur le bilan, entre guillemets, à transmettre à la régulation du SAMU après prise en charge du patient, donc vidéo qui a été filmée et montée au SAMU de Rouen. Une vidéo qui est bien évidemment accessible à tout moment, comme d'autres vidéos que nous avons mis sur la chaîne YouTube du SAMU de Rouen, où les ambulanciers peuvent accéder à n'importe quel moment quand ils le veulent. Par exemple, sur la mise en place de l'électrocardiogramme. Ce qui nous a apparu essentiel et ce qui fait partie intégrante de cette formation, c'est la simulation. Effectivement, donc on a cette formation donc, qui est sur 3 jours, avec quand même pratiquement 2 jours réservés à la simulation haute fidélité, simulation pleine échelle, donc avec toujours un briefing, débriefing, une petite synthèse avec les points clés, simulation donc avec nos différentes salles de simulation. On a la chance au CESU de Rouen d'avoir quand même de nombreuses salles avec des mannequins haute fidélité. Le mannequin haute fidélité qu'on utilise notamment, c'est la Nursing Anne, avec donc plusieurs salles, avec un appartement, avec un jardin où on peut faire vraiment des simulations pleine échelle. Donc les différents thèmes abordés qui sont donc dans ce décret d'octobre 2022, donc la douleur thoracique, l'asthme aigu grave, l'hypoglycémie chez le patient diabétique, la douleur thoracique qui évolue vers l'arrêt cardio-respiratoire, intoxication au CO avec la prise en charge de nombreuses victimes, un rappel aussi sur le choc anaphylactique, les hémorragies et la détresse respiratoire chez un patient trachéotomisé avec notamment les aspirations endotrachéales. Quelques petites photos là, de nos simulations avec donc à chaque fois les ambulanciers passés par groupe de 2 étaient déclenchés en temps réel par la régulation du SAMU avec leur motif de départ et puis de toute façon leur matériel embarqué. Vous pouvez le voir sur l'une des photos, donc il y a un scope, le e-Simulate, un scope de simulation qu'on utilise aussi pour pouvoir réaliser en situation réelle l'électrocardiogramme et pouvoir le télétransmettre à la régulation du SAMU. On a voulu évaluer justement cette formation. Alors, on l'évalue depuis qu'on l'a mise en place en janvier 2023. On évalue surtout la formation, entre guillemets, en général. Là, il nous a paru intéressant d'évaluer le sentiment par rapport à leur niveau de compétence, leur propre ressenti des ambulanciers donc, qui étaient présents. Donc, on a fait une évaluation par questionnaire en début et en fin de formation. Évaluation qui a été faite uniquement sur la dernière session de formation qui a eu lieu donc avec 12 ambulanciers présents qui avaient leur expérience en aide médicale urgente parce que c'était des ambulanciers qui faisaient du TSU depuis au moins 10 ans jusqu'à certains qui étaient même en pré-retraite là pour les derniers présents. L'objectif de cette évaluation, c'était vraiment d'évaluer leurs sentiments par rapport à leur niveau de compétence, par rapport aux différents thèmes abordés. On a réalisé donc cette évaluation grâce à un outil numérique avec l'évaluation avec le BICAST.
Donc en fait, il était demandé à chaque ambulancier, le premier jour de formation, de remplir ce petit questionnaire, entre guillemets, et évaluation qui était faite le dernier jour, donc le 3e jour de formation. Donc en fait, ils avaient, donc, par rapport aux différents thèmes abordés, de savoir comment ils se situaient, peu compétents, pas compétents, extrêmement compétents, enfin voilà. Et donc il en est ressorti donc, des résultats assez intéressants. Donc je ne vous ai pas mis tous les graphiques de toutes les questions, de tout le questionnaire, parce que sinon 7 minutes on va dépasser. Hein. Donc là je vous ai mis notamment celle-là, elle est intéressante parce que c'est par rapport au ressenti sur l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, ils en ont normalement pas fait, jamais fait, ou peut-être vu faire, mais c'est tout. Donc c'est pour ça que vous voyez par rapport à l'évolution des compétences, on voit bien qu'en pré-test, au début de formation, vous avez plus de 42% qui étaient peu compétents, voire pas compétents. Logique. On se rend compte qu'au bout de 3 jours de formation, il y a quand même une nette évolution avec plus de 50% des ambulanciers présents qui se sentent très compétents. Bon, heureusement d'ailleurs. Après, justement, par rapport à cette étude, on n'a pas encore eu le recul suffisant pour pouvoir le faire. On aimerait bien, à l'avenir, justement, pouvoir refaire peut-être cette étude à 6 mois pour voir un peu leur ressenti, où est-ce qu'ils se situent post 6 mois de formation. Je vous ai mis un autre graphique aussi par rapport à la prise en charge, là dans le cas présent, d'une crise d'asthme sévère. Pourquoi je vous ai mis celle-ci? Parce qu'en fait, la formation qu'on a mise en place, elle vaut aussi pour réactualisation d'un FGSU niveau 2. Donc en fait, on voulait voir aussi s'il y avait une évaluation de leur ressenti, de leurs compétences, justement par rapport à ces 3 jours de formation. Bon, là, vous voyez nettement qu'il y a une évolution aussi de ce ressenti de compétences. D'accord? Donc voilà. Cécile, on est à 10 minutes. Eh ben, on va s'arrêter. Regardez, ça tombe super bien. Parfait. Parce que j'ai fini. Ah bah, pardon, excuse-moi. Voilà. Il n'y a pas de questions. Fini, Cécile, bravo. Bravo. Tu vois, tu voulais pas venir et finalement tu restes même un peu plus longtemps. Non, il n'y a pas de questions, on est d'accord. Et comme on a calculé suffisamment de temps, même si elle a fait 7 plus 3 et elle espérait ne pas avoir de questions, j'espère que vous avez quand même des questions ou des remarques pour ce projet intéressant. Bonjour, du coup, je suis formateur au CESU 07 et en charge de la pédagogie. Et on travaille justement pour mettre en place cette formation à la demande de la TSU et de l'école d'ambulanciers. Oui. La question, c'est est-ce que dans votre département, la TSU a fait le choix d'équiper ces ambulances? Quel est le choix de geste que le CESU de Rouen, que le SAMU de Rouen a décidé de prescrire aux ambulanciers? Simuler. Dernière question, si vous êtes parti sur l'hémoglobinémie, comment faites-vous pour la simuler dans vos situations? Alors, effectivement, c'est un petit peu compliqué parce que à chaque fois, le ressenti qu'on a des ambulanciers qui étaient présents, c'est qu'au niveau financement, pour l'instant, c'est très flou. Je n'ai pas la réponse à la question et c'est ce que je leur dis à chaque fois. Cependant, ceci étant dit, il y a quand même certaines sociétés d'ambulance qui se sont dotées d'appareils, justement, par exemple l'hémoglobinémie. Il y a des sociétés d'ambulance qui ont acheté un hémoglucotest, un HemoQ. Et alors ça, malheureusement, on n'a pas simulé, ça n'a pas été possible. Justement, par rapport à la prise en charge de l'hémorragie, on a mis une simulation pour prise en charge d'une hémorragie avec mise en place d'un pansement israélien, machin, mais on n'a pas pu simuler le geste en lui-même. Donc on l'a expliqué, on a montré des vidéos, mais ça s'arrête là. Mais effectivement, le gros point noir, entre guillemets, de la formation, c'est le financement pour justement pouvoir acheter les différents appareils à mettre dans les TSU. Mais j'ai l'impression que ça commence un petit peu à se mettre en place.
Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question par rapport aux évaluations que vous faites, qui sont des auto-évaluations. Est-ce que vous les avez accompagnées aussi d'hétéro-évaluations pour voir la concordance et finalement valider leur ressenti, qui n'est probablement qu'un ressenti, mais qui serait peut-être important de valider aussi par vous-même? On les a évalués, entre guillemets, par le biais des simulations pleine échelle qu'on fait. Après, il n'y a pas eu d'autres évaluations de réaliser. Je parle par exemple pour l'ECG, quand vous décrivez en fait une aptitude ou une compétence finalement à l'ECG. Est-ce que ça, vous avez un moyen pour l'évaluer objectivement? On le fait à travers nos simulations pleine échelle. Après, voilà, on a le visuel direct sur la mise en place de l'électrocardiogramme. On a aussi le retour avec l'impression graphique de l'électrocardiogramme. Après, voilà, c'est uniquement par le biais de la simulation haute fidélité. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous avez trouvé que c'était concordant avec les résultats que vous avez obtenus, ou est-ce que finalement est-ce que leur ressenti colle bien avec leur performance? Complètement, complètement. On voit bien, alors après, c'est vrai que l'électrocardiogramme, c'est quand même une grosse partie de cette formation. C'est pour ça qu'on y passe quand même pas mal de temps. Et on se rend compte que, alors, au début, ils arrivent et oh là là, c'est le flou, machin. Et c'est normal, puisque voilà, hein, ils ont jamais appris, entre guillemets, à le faire. Et on se rend compte que finalement, par le biais de la simulation haute fidélité, ils nous mettent les électrodes, mais hyper bien positionnés. Même moi, quand je suis en intervention, je ne les positionne pas aussi bien que ça. Enfin, voilà, on se rend compte que c'est vraiment c'est excellent. Et le résultat est effectivement le même par rapport à leur ressenti. Ouais. Il reste encore une question. Pauline? Juste... Non, le tourne, voilà, merci. Bonjour. Donc, Monsieur Marchioni, formateur au CESU 84. Au niveau de la durée de la formation, donc c'est bien sur 3 jours. Oui. Est-ce que vous n'avez pas rencontré des problèmes avec les ambulanciers privés pour laisser leurs employés venir faire la formation les 3 jours? Est-ce que vous n'avez pas eu de problème avec ça? Étonnamment, non. Et on a une liste d'attente pour les prochaines dates qui ont été envoyées. Et étonnamment, il y a même sociétés d'ambulance qui nous ont envoyé 2 voire 3 personnels sur une même session en fait. D'accord. Et les 3 jours, ils sont obligatoirement consécutifs ou on peut les faire à distance? Tout ce qu'on a fait, c'était consécutif. Là, la prochaine date qui est prévue, là, le 1er décembre, ça sera le vendredi, lundi, mardi, et à chaque fois, ça a toujours été consécutif. Ouais. J'entends qu'il y a sous-jacent une interrogation sur le fait qu'il faut réaliser 3 jours consécutifs ou pas. Je vous propose qu'on diffère cette question à demain, actualité des CESU. Comme ça, vous pouvez échanger directement avec les décideurs. Bonjour, Monsieur Duriquem, je suis formateur au CESU 80 et je m'occupe aussi de cette formation au CESU 80. Ma question était, est-ce que vous avez essayé de mixer à chaque fois des ambulanciers privés et des ambulanciers du SMUR? Alors jusqu'à présent, on a eu uniquement des ambulanciers privés. On voulait initialement mixer les deux, mais côté SAMU, c'était très compliqué de libérer les ambulanciers du SMUR. Donc là, jusqu'à présent, ça a été que privé. On espère que pour celle de l'année prochaine, pouvoir mixer justement les deux, parce que je pense honnêtement que ça ferait aussi une richesse de la formation. Mais jusqu'à présent, ça a été que des ambulanciers privés. Nous, au CESU 80, on a réussi à mixer les deux et on a de très très bons résultats et des échanges. Ça ne m'étonne pas. Et en plus, c'est une demande aussi de la part des collègues ambulanciers SMUR de pouvoir participer à cette formation avec les ambulanciers privés, justement, de mixer les deux. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Tu es libérée. Merci. Est-ce que Madame Élodie Béret est dans la salle? Oui ou non? Et je vois quelqu'un descendre, mais est-ce que c'est bien Madame? Non. Alors, dans ce cas-là, je propose qu'on enchaîne directement avec Eric, qui s'est déjà préparé psychologiquement de prendre la parole. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Est-ce que c'est bon côté régie, parce qu'on va sauter du coup une personne? C'est bon? Eh bien, c'est parti, la parole est à toi, Eric.
Parfait, bonjour tout le monde, Eric Garcia du CESU2. On va discuter ensemble de l'odyssée de la transformation numérique des CESU. Odyssée au sens difficulté, épreuve et éventuellement bénéfice ou voyage initiatique. Alors, quelques éléments de contexte. D'abord, tout le monde le sait, il y a eu une transition numérique généralisée dans l'éducation, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur ces dernières années, avec une accélération forte lors de la pandémie. Et le professeur Amirati l'a replacé hier, pour le meilleur ou pour le pire. Une littérature scientifique fournie sur le sujet, donc on sait bien ce qui marche pas, les avantages et les limites du numérique, du e-learning, du distanciel, de l'hybride, etc. On a commencé par vouloir faire un état des lieux, et pour ça on a lancé une petite étude qu'on avait initialement commencé sur uniquement la région Aquitaine et ou la région géographique dite chocolatine, et puis on l'a étendue progressivement. On l'a étendu progressivement à tout le sud, à tous les CESU du sud de la France, et que les Nordiens se rassurent, on devrait l'étendre sur l'ensemble du territoire français et outre-mer dans les prochaines semaines. On a fait un petit parangonnage notamment avec les sociétés privées qui travaillent dans notre secteur et on s'est aperçu qu'elles étaient beaucoup plus actives que nous sur le sujet. Et puis on a regardé les perspectives et les retours d'expérience qu'il y avait sur l'enseignement supérieur. Là, on s'est aperçu qu'il y avait des défis importants à relever pour implémenter du numérique et du e-learning dans les CESU. On s'est posé la question comment exploiter ces avantages qui ont été évoqués hier largement, malgré les contraintes. Quelles sont les contraintes qui s'opposent à nous? Quels sont les vents contraires que les dieux de la finance nous envoient? Premier, clairement, les budgets. Sur l'enquête qu'on a fait, les CESU du Sud nous déclarent pour 51% avoir des difficultés majeures à débloquer le moindre budget pour du numérique. Deuxième problématique, les compétences technopédagogiques. On a finalement que 40 et quelques % de personnes ressources dans les CESU. La majorité des CESU nous ont dit qu'ils n'ont personne de ressources et qu'il faudrait envoyer des gens en formation pour pouvoir avoir de la compétence technopédagogique dans leurs équipes. Et puis, quelque chose qui nous a beaucoup surpris et qui nous a freiné dans notre enquête, on pensait continuer à aller explorer d'autres lieux, d'autres mers. Et en fait, on a eu une première problématique qui est la représentation au sein même de nos formateurs. Vous voyez sur ce petit graphique, les gens des CESU sont-ils intéressés pour mettre en place du e-learning dans leur CESU? À un tiers, oui. À un tiers, ils sont intermédiaires, ils ne savent pas trop. Et à un tiers, ben non, finalement, ça les intéresse peu ou pas du tout. Leurs agents seraient-ils intéressés, leurs stagiaires seraient-ils intéressés pour du numérique et du e-learning? Pourquoi pas, intermédiaire ou pas du tout à l'évaluation par les équipes des CESU. Bon, mais déjà, ça nous fait qu'un tiers des formateurs ou des équipes pédagogiques qui sont intéressés par mettre du e-learning. On était un petit peu surpris. Et on met ça en rapport avec la question suivante qui était « Avez-vous mis en place du e-learning dans vos formations ?» Mais moins de 20% des CESU interrogés, donc l'ensemble du sud de la France, ont mis du e-learning en place dans leur formation. Et s'ils en ont mis, c'est pour moins de 10% de leur formation. Alors on s'est dit, mais pourquoi? Donc on a essayé de les interroger sur les problèmes, les limites, qu'est-ce qu'ils voient dans le e-learning qui fait que ce n'est pas intéressant pour eux. Et là, on est retombé sur les grands classiques qu'on retrouve dans la littérature. Oui, mais on ne peut pas faire de procédural, comment on fait pour apprendre à perfuser en e-learning? Ouais, d'accord, on n'apprend pas à nager dans un livre. Pourtant, il y a des livres sur la natation. Donc peut-être qu'il faut différencier le procédural de l'apport cognitif et du socle de connaissances nécessaires à mettre en place du procédural. Oui, mais le e-learning, c'est pas rigolo, c'est pas marrant quand on lit un PDF. Ben oui, mais les cours magistraux, c'est pas très rigolo quand on a un ton monocorde. Peut-être qu'il faut comparer ça avec les pédagogies actives et donc les pédagogies numériques actives. Oui, mais la fracture numérique, oui, mais vous avez tous WhatsApp et des réseaux sociaux. Donc, on a essayé d'explorer les difficultés et finalement, quand on les regarde à la loupe, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours des difficultés réelles ou pragmatiques, mais parfois des représentations. Là, on s'est dit quelles sont les difficultés que vous ressentez avec vos directions. Quand vous interrogez vos directions, les financiers au-dessus de vous, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il y a la flexibilité qui est mise en avant. Ils sont très contents de la flexibilité que ça peut représenter le e-learning, mais instantanément, le retour qu'on a, c'est qu'ils veulent baisser le coût des formations, ils veulent baisser le coût RH en diminuant les formateurs. Et donc, il y a une inquiétude de l'impact sur le personnel et les budgets du CESU lié au passage au numérique. Alors, le coût des formations et le coût du e-learning, c'est moins cher, ça permet de faire des économies. Première question, est-ce que c'est un présupposé? Qui a dit ça? Qui a dit que le e-learning était moins cher? Qui a dit qu'on allait faire des économies en passant au e-learning, au distanciel, au blended learning? Où est-ce que c'est écrit? Pourquoi ça serait moins cher? Deuxième question, est-ce que c'est une représentation construite? Est-ce que des gens qui ont fait des formations
peu chers, éventuellement des organismes privés, éventuellement de mauvaise qualité, ont cette expérience-là, et donc on construit leur représentation du e-learning sur ceci. Auquel cas, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas l'ensemble des formations et des possibilités du e-learning. Je vous incite à aller à la fac ou dans l'enseignement supérieur, voir ce qui se fait dans les formations hybrides ou dans le distanciel. Il y a sûrement d'autres possibilités. Voire, est-ce une petite inception discrète des financiers qui disent « Ah oui, mais dans ton CESU, si tu pouvais avoir un peu de e-learning et qu'on baissait les coûts, ça nous permettrait de… » Est-ce qu'il y aurait une zone de négociation un peu… la sirène, quoi. Attention au discours et à l'inception qu'il pourrait y avoir là-dedans. Je voudrais qu'on revienne sur le fait de comparer ce qui est comparable. Si on nous dit, bah, d'habitude je suis en formation avec 2 formateurs affûtés en présentiel, avec des pédagogies actives, et on me propose de transformer ça par un dépôt de PDF en cloud, bon, évidemment, là, on a un problème, on ne compare pas la même chose. Il faudrait comparer un cours magistral monocorde sans feedback avec un dépôt de PDF ou une vidéo en cloud, et une pédagogie active avec des formateurs performants et du bon matos, avec des pédagogies numériques actives, un ingénieur pédagogique, un expert métier et des outils numériques performants. Et là, on pourrait discuter coût, efficacité, performance dans la transférabilité des compétences. Alors, les avantages, ils ont été largement expliqués hier par Philippe et Luc, je ne vais pas revenir dessus. Mais vous voyez que lorsque nous, on réfléchit aux avantages pédagogiques de ces techniques-là, ce n'est pas toujours ce qui est écouté par les dieux au-dessus de nous. Athéna, qui guidait Lys dans son parcours difficile pendant son odyssée, lui a donné quelques éléments de stratégie. Je vous propose de bien réfléchir sur les avantages de la contrainte de certification, notamment l'apport des éléments de preuve. Lorsqu'on a du numérique, on apporte facilement des éléments de preuve. La traçabilité des actions et des remédiations qu'on a mis en place lorsque nos stagiaires sont en difficulté. Évaluation formative, échec, qu'est-ce qu'on fait derrière? Reprise d'évaluation formative, amélioration des résultats du stagiaire. Les traitements statistiques, l'automatisation des tâches, la contrainte bâtimentaire sur laquelle on bloque régulièrement, on n'a pas assez de salles, comment on peut régler tout ça? Et du coup, pour reprendre les propos du professeur Jamet hier, je pense qu'il n'y a pas du tout d'opposition entre numérique et traditionnel. Pour moi, je vois plutôt les choses dans un continuum. Pour ce qui est des savoirs, il y a peut-être un intérêt à utiliser des pédagogies numériques actives. Pour ce qui est des savoir-faire, peut-être qu'il faut passer sur de la pratique en présentiel avec des pédagogies actives. Pour ce qui est des savoir-être et des compétences non techniques, il y a peut-être un intérêt à travailler en centre de simulation. Et pour ce qui est de l'affinage de ces compétences en équipe spécifique ou dans un métier ou un environnement spécifique, alors peut-être qu'il faut faire de la simulation in situ. Le tout dans un continuum et une fluidité dans ces outils-là. En conclusion, je pense qu'il faut revenir aux basiques. Au CESU, on enseigne ce qu'on pratique et on pratique ce qu'on enseigne. Mais si on enseigne qu'il faut avoir une démarche réflexive chez nos stagiaires, il faut peut-être aussi que nous, on ait une démarche réflexive sur notre pédagogie et les évolutions sociétales qui vont autour. Comment l'implémenter? Quels sont les avantages pédagogiques, didactiques pour nous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment négocier avec nos directions? Je vous remercie. Merci Eric pour cette présentation dynamique, très intéressante. On va laisser la parole au public s'il y a des questions. Bonjour, Émilie du CESU 80. Est-ce que vous faites, vous, du e-learning chez vous? Et si oui, quoi? Alors, pour vous répondre de manière simple, vous voyez la tempête avec Ulysse au milieu et les grandes vagues? On est là-dedans. Moi, je reviens juste d'un Master 2 sur la pédagogie, le e-learning, etc. On est en train de négocier l'acquisition d'une plateforme de LMS au niveau de l'hôpital et on n'arrive pas encore à définir le périmètre. Est-ce que ça sera CESU only, CESU plus centre de simulation en création ou pas, ou est-ce que ça sera directement généralisé sur l'ensemble de l'hosto et que je vais me retrouver sous l'eau? Mais on est vraiment typiquement dans cette phase-là. Donc pour l'instant, quasiment pas. Dans les 3 mois qui arrivent, ça devrait venir se débloquer. Mais est-ce que vous avez des idées, des projets, des thèmes ouais, ça on n'en manque pas. Ouais. Ça, c'est pas les idées qui vont nous freiner. Ouais. Pas d'autres questions?
thématique a été déjà bien discutée pendant les plénières hier, j'imagine. C'est peut-être pour ça que tout le monde est déjà au courant de plein de choses qu'on peut faire. Hein. Je ne sais pas. Sinon, vous avez probablement l'occasion aussi, après la plénière, de vous adresser à Eric pour lui poser encore des questions. CESU13, pardon. Donc CESU13, et ma question était de savoir si vous envisagez l'utilisation des e-learning sur des enseignements plutôt à destination des formations initiales, ou sur les continus, ou sur les deux. Alors grosso modo sur les deux, mais pour être honnête, le premier axe qu'on va travailler, c'est plutôt sur les formations d'adaptation à l'emploi. Ambulancier de SMUR, infirmière de SAUV, infirmière de SMUR, etc. etc. Le NRBC, pour lesquels on aimerait pouvoir dissocier la partie apport théorique, apport cognitif sur du e-learning, et ensuite enchaîner sur vraiment de la pratique en salle. Parce que ce qui nous embête pour l'instant, c'est que où on mixe les deux, et on perd beaucoup de temps et on consomme beaucoup de ressources bâtimentaires, qui est une contrainte forte chez nous. On pourrait quasiment multiplier par 1,5 nos formations si on n'avait pas de contraintes bâtimentaires. Et régulièrement, on a des agents qui arrivent en formation alors qu'ils n'ont pas les prérequis et qu'on se retrouve en difficulté à perdre du temps à récupérer les prérequis cognitifs. Nous, on préférerait les avoir en e-learning sur ces zones-là, quitte à les avoir longtemps à l'avance en e-learning, vérifier avec des tests formatifs où est-ce qu'ils en sont, etc. Et être certain que lorsqu'ils arrivent dans la phase pratique où on veut travailler du procédural et ou des compétences non techniques, tout le prérequis théorique soit acquis. Voilà, donc c'est ça notre premier axe. Maintenant, le deuxième, c'est évidemment d'en mettre un peu partout, et notamment dans le suivi des formations, les formations continues, etc. Ça nous permettrait d'être plus efficients et d'avoir une meilleure traçabilité finalement de où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on a comme rétention à 6 mois, 1 an, etc. Merci. Nous, pour info, c'est pour le moment uniquement en formation initiale. On a un J1 totalement distancié, avec tous les modules transversaux et le SSE, donc évidemment sur les instituts de formation aides-soignants, auxiliaires, IDE, ce genre de... Voilà. Mais on pourra échanger si vous voulez. Ouais. Pour revenir sur la question de la première question que j'ai eue, on est en train d'essayer de négocier, par exemple, pour tout le personnel paramédical du pôle urgence, de récupérer 12 heures de crédit sur leur temps de travail à l'année, qui nous permettra d'individualiser, selon leur ancienneté, leur parcours, etc., du e-learning, pour faire de la mise à jour de leurs connaissances, pour les plus anciens sur le SSE, pour les plus jeunes sur l'adaptation au métier. Et on est en cours de négociation à la direction de pouvoir leur créditer en fonction de leur parcours et de la validation des tests et du suivi de présence sur le e-learning, 12 heures de temps agent par personne. Mais c'est de l'adaptation à l'emploi, c'est une formation continue spécifique. Évidemment. Merci beaucoup Eric. On va profiter de l'installation de Turkane pour faire venir les 4 prochains intervenants sur l'estrade, si vous voulez bien. Il faut que je prenne le micro. Voilà, Turkane, si tu es prête, c'est à toi. Bonjour à tous. Je me présente, donc je m'appelle Turkane, je suis infirmière au CHRU de Nancy et formatrice au CESU 54. Et je vais donc vous présenter là mon travail de recherche que j'ai fait dans le cadre du master de pédagogie à Strasbourg. Un travail qui a été du coup supervisé par Isabelle Borraccia.
Tout d'abord, les différentes étapes qui vont être présentées au cours de cette présentation, avec le contexte, le cadre théorique, la méthodologie, les résultats et enfin la discussion des résultats et la conclusion. Donc, on parle de l'AFGSU, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, et on va particulièrement parler du module urgence collective et SSE. Alors, tout d'abord, très rapidement, pour vous resituer un petit peu le sujet et le contexte. Donc, l'AFGSU, qui est une formation qui comporte 2 niveaux, le niveau 1, le niveau 2, et avec 3 modules, le module urgence vitale, le module urgence potentielle et le module urgence collective et SSE. Voilà, je résume un petit peu très rapidement là-dessus sur cette carte mentale. C'est surtout pour vous expliquer où se situe vraiment le sujet de ce travail de recherche. Et c'est donc vraiment sur la motivation des formateurs dans l'enseignement uniquement de ce module. Tout d'abord, ce questionnement provient déjà d'un questionnement personnel, et puis qui a été ensuite argumenté par une enquête exploratoire qui a été menée donc au niveau des formateurs à FGSU. Et elle met en évidence en fait des difficultés qui sont rencontrées par certains formateurs dans l'enseignement de ce module. Donc malgré toutes les nouveautés et tous les efforts qui sont faits dans l'enseignement de ce module, il en ressort dans cette enquête exploratoire que les formateurs éprouvent toujours des difficultés pour cet enseignement-là. Des difficultés pour mettre en œuvre une pédagogie active, pour rendre les apprenants attentifs et intéressés. Et parfois, les formateurs expriment également une perception peut-être un petit peu erronée de l'utilité de ce thème. Et on se rend compte qu'il est possible également que cela puisse venir aussi d'une méconnaissance des messages clés à transmettre. Donc, le but de cette étude, c'est vraiment d'explorer la motivation des formateurs et d'identifier les facteurs qui pourraient influencer cette motivation et comprendre comment ces leviers sont activés pour optimiser cet enseignement et favoriser l'implication et l'engagement des formateurs. Pardon. Donc, la question de recherche de cette étude, c'est comment sont activés les leviers de la dynamique motivationnelle chez les formateurs dans l'enseignement de ce module. Et pour ceci, donc, on s'est basé donc sur la théorie de la motivation. En effet, sur la motivation, il existe de nombreuses définitions et de nombreuses théories. Et on utilisera 2 théories principales qui vont être adaptées aux formateurs. C'est tout d'abord la théorie de Deci et Ryan, où cette théorie de l'autodétermination va en fait permettre d'établir des profils motivationnels selon le degré d'autodétermination. On voit par exemple dans la motivation, donc c'est quand il n'y a pas du tout de motivation, que le niveau d'autodétermination est bas. C'est quand par exemple les personnes effectuent les tâches sans en comprendre forcément les raisons ou les intérêts. Dans la motivation extrinsèque, c'est quand on agit sous des contraintes extérieures, que ce soit pour des obligations réglementaires ou institutionnelles, ou par peur de sanctions. Au niveau de la motivation intrinsèque, là, la personne éprouve vraiment un plaisir et un intérêt, une satisfaction personnelle dans ce qu'elle fait. Et on voit que plus la motivation est intrinsèque, plus le niveau d'autodétermination est élevé, et ainsi l'individu, en tout cas le formateur, va ainsi mettre des stratégies beaucoup plus efficaces. La deuxième théorie que l'on utilise pour la motivation, c'est le modèle de Viau. Et on voit que dans le modèle de Viau, cette dynamique motivationnelle, avec ces 3 leviers qui sont la valeur de la tâche,
la compétence et la perception de contrôlabilité, eh bien, elles vont s'influer mutuellement. Et cette dynamique, elle va affecter positivement eh bien, la persévérance, la performance et l'engagement cognitif. Donc, plus un formateur ou plus une personne en fait, sera motivée, plus elle sera impliquée dans ses activités. L'étude, comme je vous l'ai dit, elle était faite en 2 étapes. Tout d'abord, l'enquête exploratoire. Donc, je profite également pour remercier tous les CESU et les formateurs des différents centres, puisque tous les CESU de France ont été contactés pour participer à cette étude. Donc, je vous remercie. Il y a eu 350 réponses sur cette enquête. Et puis, la deuxième partie de l'étude était une étude qualitative où il y a eu des entretiens semi-dirigés avec 9 formateurs AFGSU. Le critère pour les personnes interrogées, c'était uniquement d'être formateur à FGSU et d'enseigner ce module-là. Donc on a essayé de différencier un petit peu les différents formateurs dans leur expérience et dans leur lieu de pratique, et aussi dans différentes régions et centres de formation. Donc pas forcément que les CESU. Il y avait aussi des formateurs d'IFSI ou d'IFA. Ensuite, les entretiens ont été menés en présentiel et également certains en visio, sur évidemment la base du volontariat et avec respect de l'anonymat pour l'analyse. Alors, je me dépêche. Au niveau des résultats, bon, je ne sais pas pourquoi ça apparaît comme ça, c'est pas grave. Au niveau des résultats, les formateurs qui ont été interrogés, il y a quelques diversités en fonction de leur lieu d'exercice. On avait aussi bien des infirmières, des médecins qui pratiquent soit en réanimation, soit aux urgences, soit des IAD, avec aussi des fréquences d'enseignement de ce module qui pouvaient aller à 1 ou 2 fois par an, ou voire jusque 2 fois par mois. Donc on voit un petit peu la différence entre ces formateurs. Au niveau de la motivation intrinsèque, eh bien, on voit que certains formateurs sont satisfaits et éprouvent vraiment du plaisir à enseigner ce module, et ils vont même s'investir personnellement, fournir un travail important pour développer leurs propres compétences. Au niveau de la motivation extrinsèque, certains vont surtout se contenter de se conformer aux attentes réglementaires du programme, et puis voilà, le module urgence collective et SSE, oui, il fait partie du programme, je le fais parce qu'il faut le faire, quoi. Et puis d'autres, par contre, éprouvent vraiment et expriment vraiment des sentiments très forts qu'on peut lier à de la motivation, mais des mots très forts comme que c'est vraiment le sujet très embêtant, que c'est vraiment celui qu'on redoute le plus, qu'on va faire peut-être le dernier jour parce que c'est comme un formateur m'a dit, c'est vraiment une pilule à faire passer. Donc on sous-entend que déjà pour l'apprenant, c'est déjà un module difficile. Et puis, donc au niveau de la perception de la valeur de la tâche des formateurs, il y a des divergences en effet sur l'intérêt de ce module, et on voit que, selon les formateurs qui ont été interrogés, beaucoup suggèrent, plusieurs suggèrent en tout cas que ce module-là soit un petit peu modifié, surtout au niveau du contenu et de sa durée. Voilà, juste pour vous rappeler que ce module a une durée réglementaire de 3h30, mais évidemment reste modulable en fonction du public. La perception d'efficacité que peut ressentir le formateur, elle va varier aussi en fonction de son expérience, en fonction de la maîtrise de ses connaissances. Et en effet, comme on l'a dit, on éprouve des difficultés quand on enseigne quelque chose qu'on ne pratique pas. Ok, j'exagère. Ça passe vite, pardon.
Donc les facteurs qui influencent la perception de la valeur de la tâche, le sentiment d'efficacité, de contrôlabilité des enseignants va forcément influencer positivement l'engagement des apprenants. Hop, j'ai un peu de mal à passer. Non, c'est pas ça. Pardon. Donc cette étude pourrait représenter une contribution significative pour la formation initiale et la formation continue des formateurs. Il serait en effet intéressant de poursuivre les recherches dans ce domaine et de proposer des outils pour rendre et surtout de s'intéresser plus spécifiquement à la motivation des formateurs. Je vais juste citer un petit extrait de Robert Viau qui dit qu'un enseignant qui ne maîtrise pas sa matière, qui n'aime pas enseigner, est un enseignant démotivant pour ses élèves. En effet, un formateur qui n'est pas motivé ne peut pas susciter l'intérêt des apprenants. Voilà. Merci de votre attention. Merci Turkane. Donc, je vais juste finir le propos. Tu disais tout à l'heure rendre les SSE sexy. Ça fait directement le lien avec la présentation d'Alexandre, qui est une proposition qu'on pourrait inclure à la suite de ce travail pour la satisfaction des apprenants, mais aussi celle des formateurs. Je laisse la parole au public. Est-ce que quelqu'un a une question concernant la motivation des formateurs, où tout le monde est motivé? Aucun secret pour vous. Vous maîtrisez bien vos sujets, donc vous êtes tous motivés, pas de problème. Là. Bonjour, Alexandra Maurine du CESU 34. Je voudrais partager avec vous tous et toi en particulier sur la motivation des formateurs. Je pense que à la base, c'est durant la formation des formateurs qu'on a tout intérêt en tant que formateur, d'impulser, alors non seulement la motivation, mais vraiment cet intérêt pour le SSE. C'est à mon sens, mais c'est vraiment là-dessus que je souhaite partager, à mon sens, c'est ce qu'il faudrait arriver à faire. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait, parce qu'on voit bien que cette formation à SSE, elle soulève plein de questionnements, plein d'intérêts, et finalement, chacun apporte sa petite solution, elles sont toutes aussi intéressantes les uns que les autres. Mais en formation de formateurs, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir amener les formateurs à avoir cet intérêt au SSE? À mon sens, c'est ça. Alors, en effet, moi, je pense que la motivation qu'on peut donner aux formateurs, elle commence dès la formation initiale, et puis elle s'entretient aussi au cours des journées de recyclage, parce que les formateurs, on a des formateurs qui sont très très variés, que ce soit qu'on a vu, que ce soit au niveau de leur lieu d'exercice, de la fréquence à laquelle ils vont enseigner ce module, et puis de leurs croyances et de leur motivation personnelle, intrinsèque. Mais il y a comment dire, il y a en effet des choses qu'on peut ajouter et qu'il faut vraiment repérer chez les formateurs et investir ou prendre les formateurs, les intégrer dans la création des outils, le fait qu'ils puissent s'investir aussi personnellement dans l'équipe, dans ces choses-là, ça va aussi augmenter à eux leur perception de la valeur de la tâche. Alors, dans ce qui ressort également au niveau de l'enquête qui avait été faite auprès des formateurs, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. On va s'arrêter là. De toute façon, Turkane, tu pourras échanger avec... oui. Il y a une pause café tout à l'heure pour poser toutes les questions. Voilà, après, si j'ai les résultats pour les CESU qui veulent avoir les résultats complets de l'étude, je pourrais éventuellement... Oui, tu donneras ton 06 à la pause, Turkane. Merci beaucoup.
Ah, du coup, tu t'en vas carrément. Hein. Tu t'en vas carrément, du coup, Turkane. Alors du coup, merci Turkane. Je suis désolée, j'arrive pas à bien prononcer ton prénom. Morgane, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile, effectivement. C'est plus commun. Tu es prête? Je suis prête. Eh ben, je propose qu'on enchaîne directement parce qu'on est déjà un tout petit peu en retard, mais voilà, la parole est à toi. Merci. Alors bonjour, moi je suis Morgane Messner, je suis infirmière et enseignante au CESU de Strasbourg. Alors je vais essayer de ne pas trop bégayer et de comprendre ça. Très bien. Je maîtrise très bien l'outil informatique. C'est pas ce bouton? Oui, mais j'appuie sur le vert. Ça commence très bien. Très bien, merci. C'est bon, excusez-moi. Alors, on va commencer par parler du contexte. Donc, nous avons impliqué les formateurs du CESU 67 dans l'évaluation sommative par la simulation. Le CESU est partenaire de 3DU, un master, l'IFA et le CEFARM. Ce sont des formateurs qui sont formés à la simulation dans le contexte formatif. Et bien sûr, nous avons comparé la simulation formative versus la sommative. Alors les différences, vous les connaissez, c'est l'évaluation du raisonnement clinique sans débriefing, la standardisation, la pondération des indicateurs et la note finale. Il y a bien sûr des invariants, les scénarios crédibles, les objectifs de débriefing qui sont en lien avec les compétences visées, la présence d'un facilitateur et la reproductibilité. Au niveau des objectifs et des hypothèses, nous voulions identifier les limites et les facilités des formateurs, explorer l'impact des moyens organisationnels qui sont mis à disposition pour assurer une évaluation sommative selon les recommandations, et explorer comment l'expérience et le niveau de formation du formateur permet justement ce respect des recos de l'évaluation sommative par la simulation. En ce qui concerne la méthode, on s'est basé sur la biblio des recommandations de la Sophracim sur l'évaluation sommative par la simulation, donc une revue de la littérature. C'est une étude qualitative auprès de 6 formateurs du CESU 67 par des entretiens semi-dirigés. Et ce sont des formateurs qui sont formés à la simulation et qui sont impliqués dans l'évaluation sommative. Alors, on a codé le verbatim et on a effectivement... Pourquoi c'est venu d'un coup ? Voici le résultat. Alors, les facilités, il y a effectivement la formation à la simulation et l'expérience. On vous a mis quelques citations qui ont été relevées dans ces entretiens. Donc, effectivement, j'ai une formation à la simulation. J'interroge quand même à la fin pour savoir comment ils ont raisonné. On respecte le timing parce qu'on a l'habitude. On s'applique particulièrement sur le briefing. Et on tient compte des résultats des simulations formatives quand on ne peut pas débriefer. C'est ce qui est ressorti sur ce thème-là. Une autre des facilités, c'est l'environnement favorable. Il y a un box dédié en réa pour la simulation, ou lorsqu'il y a une bonne entente entre les formateurs, c'est plus facile de mener à bien l'épreuve. Une autre facilité, les outils d'évaluation qui sont adaptés. Donc les scénarios sont préparés en amont, on utilise une grille d'évaluation adaptée et on a travaillé les grilles en mettant des critères validants ou sanctionnants. Ça, c'était en ce qui concerne les facilités. En ce qui concerne les limites, c'est bien sûr le niveau de formation et l'inexpérience. On peut voir, je manque d'expérience, je suis formée, mais c'était la première fois que j'encadrais de la simulation et c'était en plus une formation validante. Les formateurs avec qui j'étais n'étaient pas formés. Je ne savais pas jusqu'où il fallait qu'ils aillent, les objectifs du scénario étaient flous. Je débriefe que ceux qui ont raté. On n'avait pas testé les scénarios, mais bon, maintenant c'est fait et on a réajusté. Une autre limite, les moyens mis à disposition. On n'a pas le temps pour débriefer et il passe à plusieurs. Quand on pilote les mannequins, c'est difficile de bien évaluer. On ne fait pas passer tous les groupes dans les mêmes conditions parce que c'est plus facile pour les jurys, ou ils ne passent qu'une fois et à plusieurs. Donc suite à ça, nous sommes passés à la discussion. On s'est basé sur la biblio des recommandations de la Sophracim sur l'évaluation sommative par la simulation et qui comprennent les thématiques de l'exploration du raisonnement clinique, les recommandations sur la mise en œuvre de la simulation et les recommandations de la formation des formateurs.
Alors, le premier item, c'est l'évaluation des compétences. Donc là, on est sur des scénarios adaptés avec des objectifs. Les critères d'authenticité respectés par les scénarios et l'environnement, donc que ce soit in situ, le matériel à disposition. La standardisation, donc il y a des scénarios et des modalités d'organisation pas forcément similaires pour tous les apprenants d'une même promotion. Les critères de correction, eh bien, il y a une grille d'évaluation qui est pondérée, qui est issue d'un consensus entre formateurs. En ce qui concerne la qualité du scénario, ils sont testés, qui comprend un contexte qui permet d'évaluer toutes les compétences, des scénarios plutôt courts et nombreux, un débriefing recommandé pour évaluer le raisonnement. Alors il est ressorti qu'il y a une compensation de l'absence de débriefing par un échange informel ou une prise en compte du contrôle continu, des évaluations formatives. Donc ça sous-entend qu'il y a au moins un des formateurs qui a suivi toutes les évaluations formatives. Et la fiabilité de l'évaluation, grâce aux grilles d'évaluation, aux échanges préalables entre formateurs. Donc encore une fois, on est dans un consensus entre formateurs pour les critères. Voilà. Alors les limites. Un nombre restreint de formateurs inclus. Un échantillon de convenance avec des formateurs qui font de la formation, de l'évaluation sommative, et à l'échelle locale. Donc il serait intéressant, pourquoi pas, de conduire une étude similaire à l'échelle nationale pour obtenir des résultats plus vastes et potentiellement découvrir d'autres concepts ou thématiques. Alors, en conclusion, effectivement, il y a un manque de moyens mis à disposition. Donc on se rend compte que les moyens, c'est un facteur essentiel pour la mise en place des différents principes de cette évaluation sommative. Le manque de moyens financiers, ce serait plutôt par rapport aux ressources humaines des formateurs, le temps alloué à la séance de formation. Et en ce qui concerne le niveau de formation des formateurs, il faudrait s'approprier les différents aspects de la simulation, donc soit les compétences objectives, la simulation formative versus la sommative, l'authenticité, les scénarios, les briefings, le débriefing et les méthodes pédagogiques nécessaires. Donc dans la majorité des cas, les formateurs qui sont formés à la CIM dans le cadre formatif sont en capacité de mettre en œuvre justement toutes ces recommandations de l'évaluation sommative, et c'est grâce à ça qu'on arrive à pallier les contraintes organisationnelles. Néanmoins, on pourrait penser qu'une formation complémentaire à ce format spécifique pourrait être une réponse justement adaptée à ces limites qui ont été mises en évidence par cette étude, et on pourrait du coup optimiser la garantie d'équité, de sécurisation, de qualité au cours des épreuves sommatives. Alors on vous a mis la bibliographie qu'on a utilisée pour faire cette étude. Et puis je vous remercie de votre attention. Merci Morgane pour cette présentation dans le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, parce qu'en voyant un peu en retard, j'apprécie cette petite attention. Ne vous forcez pas pour les questions, ne vous sentez pas obligé. Des questions pour Morgane? C'était très clair. C'était bon? Non? Quand même? Et c'est la petite sieste postprandiale, ça y est, tout le monde dort? Quand même pas? Ah, merci Carole. D'autant que la question elle est plus globale et elle n'est pas forcément pour vous. Par rapport au focus group, à partir de quand un focus group il est contributif, il est représentatif, alors que qu'on puisse utiliser les focus group pour effectivement avoir une notion générale, mais à partir de quand on part du principe qu'un focus group à 6 il est représentatif d'une globalité et qu'on peut en tirer des conclusions? C'est l'idée. Vous voulez répondre? Je vais déjà répondre, Morgane, oui. Alors, effectivement, ce n'était pas un focus group, c'était des entretiens individuels. Ouais. Et on est arrivé à saturation avec 6 formateurs. Maintenant, ça fait partie des limites. C'était un échantillon de convenance avec les formateurs du CESU. Et c'est pour ça qu'on souhaiterait aussi pouvoir creuser à une plus grande échelle. Et notamment, une des limites, c'était qu'on n'est pas allé forcément interroger les co-formateurs de ces
ces formats qui sont certaines fois même pas du tout formés. Et donc ça faisait aussi partie des limites évoquées par les formateurs impliqués dans ces formats. Sachant que là, le CESU est partenaire, hein, il n'est pas du tout garant ou en tout cas responsable de la façon dont sont élaborés ces formats. Et c'est ça qui nous paraissait intéressant d'aller un petit peu étudier. Et surtout après de faire un retour pour améliorer les pratiques. J'ai répondu à la question. Il y a d'autres questions? Sinon, on peut peut-être aussi enchaîner. Estelle? Bien, bonjour à tous. Je suis Estelle Sulpice, je suis cadre de santé formatrice en IFSI, ici au CH Guillaume Régnier à Rennes. Je tiens tout d'abord à remercier le docteur Giez, le CESU 35 et toute votre équipe pour votre confiance. Je vais vous présenter, en fait, c'est plus un partage d'expérience, vous présenter un dispositif de formation qui a été mis en place dans notre IFSI et qui repose sur la pédagogie, c'est-à-dire l'apprentissage entre pairs. Je voudrais en premier lieu pour ça remercier Vincent Hardet et Elisabeth Chapalin parce que c'est eux qui ont mis en place ce dispositif il y a quelques années, qui en sont à l'initiative mais qui n'ont pas pu venir le présenter aujourd'hui. Donc en introduction sur le projet, sur les origines en fait, il faut savoir que dans la formation infirmière initiale des infirmiers ou des infirmières, les étudiants bénéficient de la formation GSU2 en première année. Et puis ensuite, en deuxième année, ils ont une unité d'enseignement qui consiste qui consiste à travailler à nouveau les compétences en soins d'urgence. Et puis ensuite, en troisième année, toutes ces données-là, toutes ces connaissances, ces compétences sont un peu laissées à l'expérience des stages. Donc l'innovation pédagogique qui a été mise en place dans notre IFSI, c'est en fait le compagnonnage et c'est un temps qui est spécifique entre les étudiants L3 et les étudiants L2. J'aurais pu avancer un peu mon diaporama. Qui permet en fait aux étudiants L3 de former les étudiants L2 sur les soins d'urgence. Alors est-ce que ça passe? Oui, pardon. Donc le but en fait, c'est que je vous le disais en fait, les étudiants L3 en fait n'ont plus de soins d'urgence en troisième année. Et nous, ce qu'on avait trouvé intéressant, c'était de pouvoir leur donner quand même une attestation de formation GSU2, mais au moment de leur diplomation en troisième année. Donc c'était surtout ici les objectifs de ce dispositif. Donc les objectifs du projet, je le redis, pour les étudiants L3, c'était surtout l'obtention de cette attestation actualisée, mais aussi la professionnalisation, parce qu'en fait, on s'est aperçu, c'est de l'expression des étudiants, qu'il y avait beaucoup d'anxiété en troisième année avant leur prise de poste, notamment sur la gestion des situations d'urgence. Donc il y avait aussi tout cet objectif de professionnalisation et de préparation à la prise de poste. Pour les étudiants L2, l'objectif c'était 7 toujours, d'ailleurs je parle au passé, mais on peut parler de ce projet qui est en cours au présent. C'est l'intégration des savoirs qui sont requis par le référentiel de formation infirmier, de la formation infirmière, avec l'unité d'enseignement 4.3S4 sur les soins d'urgence. Et puis c'est donc développer leurs compétences GSU par une méthode qui soit un peu innovante. Et puis pour tous, que ce soit les L3 ou les L2, ce qui avait été souhaité, c'était surtout de mettre en place une pédagogie basée sur le partage des connaissances, avec une co-construction des savoirs et puis du socio-constructivisme. Donc la méthode, je l'ai dit, mais je n'en dirai pas grand-chose de plus, la pédagogie, donc on l'a dit, c'est l'apprentissage entre pairs, encore appelé peer learning, vous pourrez aller rechercher sur ces données. Et donc notre dispositif il s'appuie surtout sur le travail de groupe et il met en action, on l'a dit, les étudiants L2 et L3, avec des L3 qui vont travailler en faveur des L2, mais en faveur d'eux-mêmes aussi. Donc tout ça, c'est supervisé en fait par les cadres de santé formateurs de l'IFSI, les professionnels experts du terrain, c'est-à-dire qu'on fait venir des infirmiers de réanimation, des soins d'urgence, des IAD aussi.
et puis également des formateurs GSU qui sont donc certifiés CESU. Donc on l'a dit, le compagnonnage des étudiants L2 par les étudiants L3 pour détailler un petit peu comment ça se passe. Eh bien, donc, les L3 ont la charge de concevoir en fait des enseignements, donc ils créent des fiches pédagogiques, ils doivent réaliser leurs interventions auprès des étudiants L2. Et donc, nous, notre demande en tant que formateur, en fait, c'est surtout qu'ils créent des ateliers qui soient dynamiques, qui soient créatifs, qu'ils mettent en jeu l'intelligence collective au moment où ils créent les enseignements pour les L2, mais aussi dans leurs apports et leur façon de dispenser, si on peut dire, le savoir sur les soins d'urgence. Donc, mise en jeu de l'intelligence collective et co-construction des compétences, toujours sur les deux niveaux, L3 ou L2. Pour ce qui est de l'organisation, donc c'est là où ça se complique, et bien en fait, elle est très complexe. En fait, là, c'est mon collègue Vincent qui a mis en place des tableaux très compliqués pour pouvoir réaliser un tissage organisationnel entre les L3 et les L2. Donc, au niveau de la temporalité, en fait, pour les L2, quand je dis les L2, excusez-moi, je n'ai peut-être pas précisé, mais c'est ce qu'on appelle les deuxièmes années, qui sont en deuxième année pour avoir une licence. Donc, les L2, pour eux, en fait, ça correspond à l'unité d'enseignement soins d'urgence du semestre 4. Et pour les L3, en fait, ça correspond à une unité d'enseignement qui existe en troisième année et qui est liée au processus de professionnalisation dans laquelle on a un petit peu plus de marge en tant que formateur et où on peut proposer des choses un peu plus optionnelles. Et donc, nous, on s'était orienté vers ce dispositif du compagnonnage. Donc, ça nécessite finalement d'organiser le planning pour 2 promotions de 110 étudiants avec une rotation de groupes. Les L2, les apprenants sont au nombre, enfin, il y a 6 groupes de 18 apprenants. Donc, ça fait quand même des séances en petits groupes de 18 étudiants. Et puis, pour les L3, qui sont, j'ai mis entre guillemets, les enseignants ou les formateurs, eh bien, il y a 18 groupes de 6 étudiants. Donc, ça crée des choses comme ceci. Voilà, avec des tableaux très compliqués, avec toutes ces sous-divisions. Je ne vous ai pas dit, le compagnonnage il dure sur 3 jours. Donc, chaque étudiant a un programme réalisé par avance avec différentes thématiques. Et puis, on va voir ce que les L3 font aussi en parallèle. Donc voilà, c'est une vraie complexité d'organisation. Donc là, cette diapo avait pour but de vous montrer un peu les contenus des enseignements, mais comme elle n'est pas très lisible, j'ai synthétisé ça sur la diapo suivante. Donc il y a en fait des contenus qui sont de nature plus théorique, par exemple voilà, l'équilibre hydroélectrolytique, l'équilibre acido-basique, les états de choc, voilà, il y a des choses un peu plus théoriques comme la pharmacologie. Ensuite, ils font aussi des ateliers qui sont beaucoup plus pratiques. Par exemple, alors sur la sémiologie de l'urgence, reconnaître les situations, les invariants du soin, le chariot d'urgence qui est revu aussi dans sa totalité sur une séance, l'arrêt cardio-respiratoire, les compressions thoraciques, le DSA. Et puis enfin, on a aussi une thématique, en tout cas des séances plus tournées vers les soft skills. Alors, il y avait l'intubation, pardon, dans les aspects un peu techniques, mais sinon, on a aussi en parallèle des ateliers, ce sont les étudiants de 3e année qui les créent pour les étudiants de 2e année, sur la bientraitance en urgence, par exemple, la collaboration et la coordination en situation d'urgence, ou encore la gestion du stress. Donc, en parallèle de ces ateliers, eh bien, il y a des séances de simulation de type GSU, finalement, GSU2, puisque on vous l'a dit, je vous l'ai dit, la formation GSU2, elle a lieu en milieu-fin de 1re année. Donc, on remobilise tout ça en 2e année et en 3e année par des séances de simulation un peu à répétition, j'allais dire, mais voilà, c'est par l'entraînement qu'on apprend. Donc, les situations, on reprend vraiment les situations type malaise, détresse respiratoire, l'AVC, douleur thoracique, la CR. J'ai remis le Covid, mais j'espère qu'il est quand même plus derrière nous que devant.
Voilà. Au niveau des résultats, eh bien, je n'ai pas mis là tous les résultats, mais juste les choses qui nous semblaient essentielles. Tout d'abord, sur le niveau de satisfaction globale vis-à-vis du compagnonnage, les étudiants sont très, très satisfaits, puisque 40% d'entre eux sont plutôt satisfaits, et 60% très satisfaits. En tout cas, on n'a pas encore trouvé un étudiant qui se plaignait du compagnonnage. Autre résultat, c'est plus sur les contenus et l'apport pédagogique. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est plus un partage d'expérience qu'une recherche scientifique. Donc, c'est vraiment du dire des étudiants suite à l'expérience. Je vais plutôt passer sur la diapo d'après. Donc, selon les étudiants, en fait, les éléments de progression qu'eux mettent en avant suite à ces 3 jours de compagnonnage, c'est surtout l'aspect apprentissage sur la pharmacologie, sur le chariot d'urgence, l'observation des signes cliniques, la compréhension des situations d'urgence, le savoir s'organiser et communiquer, et puis les gestes à réaliser en situation d'urgence. Donc là, il faut savoir que ces résultats-là, ce sont ceux que l'on a obtenus cette année après le compagnonnage avec les étudiants qui l'ont vécu, mais ça pourrait tout aussi bien être un peu autre chose l'année prochaine, puisqu'en fait, les étudiants L3 sont très libres de leurs interventions. Donc voilà, autant elles sont très diversifiées, ces interventions, autant certaines portent plus leurs fruits, ou en tout cas amènent plus de satisfaction ou plus d'apprentissage que d'autres. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Estelle. Merci beaucoup, Estelle. Du coup, tu nous as remercié en tant que CESU, mais je tiens à vous dire qu'ici, en fait, toutes les propositions de communication libre ont été évaluées par un jury indépendant, ne présentant pas de conflit d'intérêts. Parce qu'effectivement, il s'agit d'un concours et actuellement, il y a encore une note orale qui est donnée par un jury caché parmi vous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet de la pédagogie? La pédagogie. L'apprentissage entre pairs. M'entraîner avec mon orthophoniste. Est-ce qu'il y a des questions pour Estelle? Pauline? Il y a le professeur Amirati. Je vais rassurer Estelle, il n'y a pas de question. Il y a juste une remarque pour dire que sur le travail de recherche sur les performances avec la pédagogie, puisque ce n'était pas votre travail, puisque vous parliez de sentiments finalement, je confirme très largement que toutes les méta-analyses qui concernent la pédagogie montrent l'intérêt de la pédagogie, montrent l'intérêt de l'apprentissage par les pairs et avec les pairs, et donc qu'il y ait en plus un indice de satisfaction important renforce l'idée qu'il faut aller dans cette voie. Donc merci, ce n'était pas une remarque. On peut être réticent au départ, parce qu'on se dit, voilà, les étudiants d'L3 n'ont pas forcément l'expérience, tout ça, mais ça se fait très bien. Confirmer le propos, les travaux montrent que quand ce sont des étudiants qui sont au-dessus et qui travaillent avec des étudiants d'un niveau inférieur, les performances sont meilleures que lorsque ce sont des étudiants qui sont de promotion identique. Voilà. Vu que le temps a bien avancé, je propose peut-être qu'on continue. Il y aura le temps de pause pour retrouver tous les intervenants pour en discuter des travaux respectifs. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sébastien Huffler, je suis infirmier au SAMU 67 au SMUR de Strasbourg et je suis également formateur au CESU 67. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai l'honneur de vous présenter ce topo qui, à la base, devait être fait par le docteur Caroline Blettner, mais qui s'excuse de ne pouvoir être présente. Elle n'a pas pu donc, venir en voyage parmi nous. En fait. En collaboration avec le docteur Blettner, effectivement, on s'est rendu compte que lors de nos formations, et à chaque formation que nous assurions, quel que soit le type de formation, on avait toujours un mot pour le leadership, en fait. Et lorsqu'on s'est un petit peu renseigné auprès de nos collègues formateurs, ils nous ont donné un petit peu le même ressenti, c'est-à-dire qu'eux aussi, en fait, la notion de leadership, c'est une notion qu'ils abordaient lors de leur formation. Donc pour cette raison-là aussi, on a décidé de partir vraiment sur ce concept-là, et clairement, cette notion qui rentre aussi dans la qualité de soins,
dans cette notion de qualité au quotidien. Et enfin, également parce que c'est une notion que nous connaissons au quotidien dans nos activités aussi préhospitalières, hospitalières, mais surtout dans nos activités en tant que SMURiste. Donc effectivement, on s'est posé plusieurs questions et notamment on a posé ces questions aux formateurs, aux collègues. Et l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qu'ils mettaient un petit peu derrière cette définition de leadership. Est-ce qu'on pouvait le définir? Est-ce qu'on pouvait l'enseigner? Est-ce qu'on pouvait le former? Si oui, à qui? Comment? Etc. Donc l'enseignement du leadership au CESU 67, mythe ou réalité? La revue de la littérature que nous avons essentiellement axée plus sur du leadership clinique par rapport au leadership de service qui était plus axé sur du management. Clairement, on a vu depuis hier que c'était une compétence non technique et que cette revue de la littérature nous a clairement prouvé que l'enseignement et l'existence du leadership a un impact positif sur la qualité des soins et sur la sécurité des patients. Pour preuve, notamment 2 études parmi d'autres, une étude sur l'arrêt cardio-respiratoire qui a démontré clairement que lorsqu'il y avait du leadership, il y avait un impact sur la baisse de no flow et l'augmentation du low flow. Et une autre étude sur le patient polytraumatisé qui démontrait que lorsqu'il y avait du leadership, il y avait notamment un respect strict des recommandations. Vous noterez que ce sont des études très très anciennes et qui démontrent que c'est vrai que les pays anglo-saxons réfléchissent depuis des dizaines et des dizaines d'années déjà sur ce concept-là. En fait. Il s'agit donc d'une étude qualitative prospective monocentrique qui a eu lieu de décembre 2022 à juillet 2023 sous forme d'entretien semi-dirigé, 10 formateurs et ou enseignants, avec donc 4 infirmiers anesthésistes, 3 infirmiers, 2 ambulanciers et 1 médecin. Nous avions repéré et interrogé différents critères que nous avons fusionnés en 3 grands items. Le premier item qui concernait est-ce que les formateurs avaient été formés à cette notion de leadership, au leadership. Ensuite, le deuxième grand item, est-ce qu'ils ont formé au leadership en fait? Est-ce que les formateurs formaient eux-mêmes au leadership? Si oui, comment, etc. Et enfin, un dernier item qui correspond à leur représentation du leadership. On se rend compte que 60% des formateurs interrogés ne sont pas formés en fait au leadership. Pour les 40% restants, ils le sont essentiellement au travers du DU de simulation et ou du compagnonnage. Parallèlement à ça, tout de même, 80% estiment qu'ils enseignent et qu'ils forment au leadership. Donc effectivement, ça peut être intéressant de noter qu'en fait, les formateurs, nos collègues formateurs, enseignent et forment à un concept qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été formés, auquel eux-mêmes, ils n'ont pas été formés. Concernant la technique pédagogique, essentiellement à travers la simulation pour 80% d'entre eux et sur tout public, c'était toutes les réponses en fait. À travers quelle formation? Une grande majorité de formations qu'on peut trouver dans vos CESU, dans les CESU, que ce soit les urgences en réanimation, les FGSU, les urgences vitales intra-hospitalières sur site, etc. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'également a été rajoutée la formation de formateurs en AFGSU et la formation de formateurs SSE, que vous trouvez en gauche. Pour mémoire, rappelez-vous, sur la slide précédente, je vous disais que ceux qui avaient été formés l'avaient été notamment au travers du DU de simulation. Donc là, a priori, il y en a qui ont également été quand même formés par rapport à la formation de formateurs. Concernant les outils d'évaluation, 90% des personnes interrogées avouent qu'effectivement, ils ne connaissent pas d'outils d'évaluation. Quand ils en ont utilisé, c'était majoritairement à travers l'observation. Donc clairement, pour eux, évaluer du leadership, c'était une notion plutôt subjective pour certains, alors qu'il existe des grilles d'évaluation officielles, et pour preuve, on vous en a notamment cité 2, que sont la LBDQ et la MHPTS, des grilles d'évaluation dans lesquelles on trouve clairement des items bien précis de comment est-ce qu'on peut évaluer du leadership, notamment à travers de la communication, à travers du respect des recommandations, ou encore d'en savoir-être par rapport à de la posture éventuelle. 90% des formateurs interrogés avouent qu'effectivement, ils ne connaissent pas d'outils d'évaluation. Donc là, a priori, il y en a qui ont également été quand même formés par rapport à la formation de formateurs. Concernant les outils d'évaluation, 90% des personnes interrogées avouent qu'effectivement, ils ne connaissent pas d'outils d'évaluation. Donc clairement, pour eux, évaluer du leadership, c'était une notion plutôt subjective pour certains, alors qu'il existe des grilles d'évaluation officielles, et pour preuve, on vous en a notamment cité 2, que sont la LBDQ et la MHPTS, des grilles d'évaluation dans lesquelles on trouve clairement des items bien précis de comment est-ce qu'on peut évaluer du leadership, notamment à travers de la communication, à travers du respect des recommandations, ou encore d'en savoir-être par rapport à de la posture éventuelle.
Concernant les critères d'évaluation des personnes interrogées, pour 80% des personnes interrogées, il s'agissait essentiellement de la communication en boucle, et pour 60% des personnes interrogées, le respect des recommandations, ce qui se tient par rapport à ce que je viens de vous dire et ce qui est présent dans ces grilles d'évaluation officielles. Vous verrez qu'il y a effectivement d'autres aspects en fait, de critères d'évaluation, comme le positionnement physique, la distribution des rôles, c'est-à-dire le leader qui va clairement donner les rôles à chacun, la capacité à prendre des décisions, de corriger certaines actions, etc. On se rend compte qu'il y a beaucoup de critères et que chez nous, lorsque nous avons interrogé nos collègues, la priorisation de ces critères était relativement variable. Concernant les représentations de nos collègues, pour 60% des personnes interrogées, le leadership, c'était quoi? C'était la capacité à guider, coordonner un groupe en ayant une vision globale de la situation. Dans la littérature, bien évidemment, nous avons trouvé plusieurs définitions. On a quand même essayé de vous en synthétiser une et de vous en citer une qui synthétise en fait et qui permet de résumer un petit peu le ressenti aussi bien de la littérature que de nos collègues, à savoir que le leadership est un processus par lequel une personne influence un groupe de personnes ou une autre personne pour atteindre un objectif commun. Et j'aurais presque envie de rajouter dans un temps limité, parce qu'effectivement, on peut choisir différents leaders en fonction de si une tâche a été effectuée et que ce temps imparti est terminé. On peut demander à un autre leader d'éventuellement de se projeter. Ça rejoint aussi certains critères qu'on a vus dans la littérature, à savoir l'humilité en fait. De nombreux modèles de leadership sont retrouvés aussi dans la littérature. Nous avons décidé d'en sélectionner deux, notamment la vision de Kurt Lewin avec 3 types de leaders. Ce sont des choses que vous connaissez, le leader directif, participatif et le laisser-faire. Versus également, enfin pas versus, mais il y a également la théorie de la contingence de Fiedler qui, elle, précise qu'à chaque situation, son leader, c'est-à-dire que le leader, il va se construire en fonction de ses expériences personnelles. Et donc là, on est plus sur du leader de situation versus le leadership de fonction. Et c'est quelque chose qu'effectivement, nous avons trouvé dans notre retour d'études, à savoir que le leadership de fonction avait été cité et notamment qui ressortait par les personnes les plus diplômées. C'est-à-dire qu'en fonction de la présence d'une personne qui est diplômée, c'est cette personne-là, la plus diplômée, qui va prendre en charge un petit peu le leadership et qui va devenir le leader, versus le leadership de situation, où là, au contraire, ce n'est pas forcément la personne la plus diplômée en fait, qui va prendre le lead, mais c'est en fonction de la situation. Et c'est des choses peut-être que dont vous êtes confrontés sur certaines situations, et notamment en préhospitalier, dans notre activité de semeuriste, lorsque on prend en charge une désincarcération, un patient qui doit être désincarcéré, où là, pendant l'activité plus de sapeurs-pompiers, ce sont eux qui vont prendre le leader pour la désincarcération à proprement parler. Et lorsque la situation évolue et que le patient est cueilli, le leadership peut changer en fait d'épaule. Donc 2 modèles qui s'opposent avec potentiellement 2 façons différentes de former et d'enseigner ce leadership justement. Pour 100% des personnes, par contre, ce qui est absolument indispensable, c'est d'avoir les connaissances scientifiques. C'est une condition sine qua non avant d'être leader. On a beau être leader, mais si on n'a pas les compétences scientifiques, techniques, on n'en fait pas grand-chose en fait. Pour 90% des personnes interrogées, le leadership peut effectivement être enseigné, versus 10% pour qui c'est une qualité innée où on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Ce qui est également ressorti à 10%, en fait, c'est qu'enseigner cette notion peut être contre-productif, notamment quand il n'y a pas les prérequis ou justement les connaissances scientifiques. Et c'est notamment le cas, ce qui avait été cité, notamment le cas chez les étudiants en sciences infirmières ou chez les étudiants en général, en fait, parce qu'il n'y a pas ce bagage peut-être de connaissances ou d'expérience,
Rapidement, oui, effectivement. Bien sûr que notre étude avait des biais. Un petit échantillon de formateurs, 2 personnes pour mener les entretiens avec donc cette variabilité possible au niveau de mener les entretiens. Peut-être une étude monocentrique, mais par définition, comme nous voulions faire un état des lieux au CESUS 67, forcément c'était du monocentrique. La suite à donner, mais pourquoi pas partir sur du multicentrique, poursuivre notre travail en observant nos formateurs et nos collègues, dans le but de pourquoi pas réfléchir sur intégrer en fait une formation sur le leadership dans la formation de formateurs ou ailleurs en fait. En conclusion, une définition homogène du leadership qui a été retrouvée, avec une formation notamment à travers la simulation chez tous les publics, pas forcément d'outils d'évaluation, ou en tout cas nos collègues n'avaient pas forcément conscience qu'ils utilisaient des outils d'évaluation qui existent déjà en fait. Une hétérogénéité des représentations, notamment concernant le leadership de fonction versus le leadership de situation, avec potentiellement une conséquence sur un enseignement. Et tout ça sur le leadership qui est une compétence objectivable et qui participe clairement à la démarche qualité des soins. Donc à la question mythe ou réalité, j'ai envie de dire une réalité, mais quand même qu'il faudrait continuer à démystifier. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je suis désolée, on n'est vraiment pris par le temps. On a essayé de te faire plusieurs signes, mais tu étais tellement concentré. Désolée, ouais. Je te félicite pour ça. Là, on voit quelqu'un qui travaille dans le métier des soins et des urgences. Il est concentré à sa tâche. Est-ce qu'il y a une ou deux questions très rapidement parce que sinon, j'aimerais bien passer à la prochaine présentation. Monique, tu me promets de faire un truc... Sinon, il y aura de la pause. Je vous promets, il y aura une pause après. La grande verte, et pour revenir en arrière, éventuellement, c'est la rouge, en fait. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie l'organisation de me permettre de présenter le travail qui a été fait donc autour des postes sanitaires mobiles que vous connaissez tous et surtout de la formation pour l'optimisation de leur utilisation. Donc, conseillère technique, Monique Lambalé-Glémaud. Je suis la pharmacienne de la mission SSE, donc conseillère technique zonale au CHU de Rennes. Donc en fait, on est parti d'un constat avec la mission, c'est que les PSM, tout le monde les connaît, ce sont des moyens qui sont largement décrits. Je pense que vous avez tous eu l'occasion au cours de vos formations de présenter des diaporamas qui disent qu'est-ce qu'il y a dedans, comment c'est dicté, comment les projets, tout ça. Et puis vous avez au pire des penses-bêtes avec la fiche type PZMRS, la poste qui permettent en fait de décrire les moyens. Pour certains aussi qui disposent de ces moyens qui sont positionnés dans les établissements, la participation, alors ce que nous à Rennes on appelle des rotations, c'est-à-dire la mise, le remplacement des périmés en fait permet vraiment de mettre les mains dans les malles et de comprendre ce qu'il y a dedans. Pour autant, en fait, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait vraiment des besoins sur ces moyens tactiques si on voulait vraiment les rendre opérationnels. Déjà, le premier besoin, c'était vraiment de préciser le moyen mobilisé, parce que moi, ça m'est arrivé, on me dit, on fait partir le PSM. Ok, j'ai un PSM2, c'est quoi exactement qui part? L'eau polyvalente, de l'eau polyvalente, le PSM pédiatrique, est-ce qu'on rajoute de l'oxygène, qui n'est pas dans le PSM, mais qui quand même peut être nécessaire sur certaines situations? Le deuxième besoin, c'est qu'en fait, on s'en est rendu compte aussi lorsqu'on fait des exercices, c'est que l'organisation du déploiement de la zone pharmacie, il faut tenir compte des flux qui vont être générés par ce déploiement, et puis également de l'espace qui est vraiment nécessaire pour déployer ces malles et envisager éventuellement des renforts. Ensuite, il faut organiser une zone de délivrance, une fois qu'on a mis les malles, comment on va accueillir les demandes des soignants et comment on va pouvoir mettre en place, délivrer les médicaments. Et puis, ce qui impose bien sûr une communication entre l'équipe médicale PMA et l'équipe que j'appelle pharmacie, mais qui est bien sûr l'équipe qui s'occupe de ces malles, comment en fait ils vont partager un vocabulaire commun. Et la dernière étape en fait, des besoins, c'était vraiment comment on organise la délivrance des produits. Vous savez tous que ces malles, elles sont par type, des malles ventilatoires, des malles respiratoires, et que ce n'est pas si facile que ça de savoir où aller chercher les choses, et tout en suivant les stocks, parce qu'éventuellement, il faut être prêt à être en capacité de faire une demande d'un renfort.
Alors en fait, ce questionnement en fait, nous a été vraiment, vraiment mis en place lorsque on a été amené à déployer sur le site du CH de Saint-Malo pour la route du Rhum. En fait, on a prépositionné un lot polyvalent et à Saint-Malo, ils n'ont pas de moyens PSM. Donc il y avait cette demande des équipes en fait, de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur et comment on s'organiserait sur le terrain. Donc on prépositionnait, donc c'était facile, on déplaçait nos malles, parce que bien sûr déplacer les malles, c'est avoir des personnels, c'est avoir une remorque, et puis après c'est avoir une salle de formation qui permet de prendre toutes les malles à l'intérieur. Et puis vous imaginez bien que quand vous voyez sur un moyen qui est resté opérationnel, les soignants qui commencent à farfouiller dans les malles, moi en tant que pharmacienne, je commence à avoir des sueurs froides en me disant « Ouh là là, comment je vais faire ? Je vais devoir refaire tout mon inventaire avant de les mettre à disposition. » Et puis éventuellement, c'est ce qui se passe lors des exercices. Si derrière il faut faire un réassort, ça complique l'opérationnalité du moyen. Et puis, donc, on s'est dit, après l'expérience de Saint-Malo, on s'est dit qu'on allait, avec le cadre de la mission, qu'on allait profiter en fait, d'avoir des périmés pour recréer un PSM d'exercice totalement fictif, qu'on pourrait cette fois-ci farfouiller comme on veut. Sauf que si on attend que tout soit périmé, déjà on s'inscrit dans une durée plutôt à 2-3 ans, qu'en plus de toute façon il y a des choses qui ne périment pas dans nos lots, et puis dernière chose, c'est que ça ne nous affranchit toujours pas du transport et puis de l'emplacement de ces malles. Alors on s'est appuyé sur une expérience qu'on avait vue dans l'Est de la France et puis on s'est mis à photographier la totalité des références d'un lot polyvalent, les photographies des contenants et des contenus. On a fait des petites vignettes, on a mis ça dans des jolies petites boîtes qu'on a étiquetées en essayant de respecter les consignes du référentiel. Et on a aussi créé des outils qui sont dans nos malles en réalité, avec des inventaires et des listings de suivi de stock. Une fois qu'on a notre PSM d'exercice, les médecins de la mission NRBC nous ont proposé de faire des cartes de mise en situation. Ils ont créé des scénarios, alors avec des petites cartes. Avec d'un côté, vous avez la carte, là par exemple, vous avez la carte d'une victime d'un scénario feu, avec donc un descriptif clinique, et ça c'est le recto. Et au verso, en fait, vous avez ce qui serait demandé en fait par un soignant pour prendre en charge cette victime. Et là, on s'est rendu compte encore d'une difficulté, c'est qu'on avait notre PSM, nos cartes, et que, eh bien, en fait, on parlait par exemple de kit de perfusion. Sauf que si moi, quelqu'un vient me demander, donne-moi un kit de perfusion, tu veux quoi exactement, précise ton besoin. C'est pas tout à fait pratique. Donc, avec des infirmiers cette fois-ci du SMUR, on a réfléchi à des kits à déployer sur le terrain, qui existaient déjà, mais on les a très fortement complétés, puisqu'on est arrivé à une vingtaine de kits, qualitativement et quantitativement. Et puis, où se trouvent ces choses, qu'il s'agisse d'un lot polyvalent ou d'un lot principal. Et puis une fois qu'on avait tous ces outils, eh bien on s'est mis autour d'une table et on a fait un conducteur pédagogique pour réfléchir à une formation qu'on a appelée PSM Antidote, parce qu'on a rajouté une petite formation pratique à la reconstitution des antidotes. Cette formation, on l'a fait en test à la mi-juin avec des équipes mixtes, SMUR et puis équipe pharmaceutique avec des binômes pharmaciens et préparateurs. Alors, à l'issue de cette formation, qui vraiment a été très appréciée par tous les apprenants, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un apport théorique qui était vraiment indispensable, ne serait-ce que pour développer la culture SSE et connaître l'organisation extra-hospitalière. Et là, je vous l'accorde, c'est surtout pour les équipes pharmaceutiques qui ne sont pas du tout habituées à aller sortir des établissements. En deuxième, après cet apport théorique, le fait de pouvoir manipuler ce PSM d'exercice, ça a vraiment permis de s'approprier qualitativement et quantitativement le contenu de ce PSM, de prendre en compte les contraintes de déploiement, parce que vous voyez que sur cette photo, où on voit simplement les petites malles qui ne prennent pas beaucoup de place, eh bien on voit bien rapidement qu'il faut quand même beaucoup d'espace, sans compter qu'après, il faut pouvoir circuler entre les malles. Et donc ça a permis aussi, avec les cartes à jouer, de s'entraîner à la mise à disposition des produits dans une situation extra-hospitalière. Le fait de pouvoir jouer, en fait, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Ça permet de prendre en compte les facteurs humains. Et alors on revient justement au leadership, avec certains qui vraiment répartissaient les rôles, et du coup ça a été plus fluide, et d'autres qui partaient un petit peu dans tous les sens. Et du coup on pouvait introduire les cartes au fur et à mesure, avec parfois si c'était ralentir un peu le jeu pour ne pas mettre en difficulté les apprenants. Et puis ça permettait aussi par exemple d'introduire une carte éventuellement sur par exemple une demande d'un garrot tourniquet, et il s'agit bien sûr que les apprenants ne mettent pas ça en dessous de la 10e demande, mais bien le mettre au-dessus de la pile, parce que c'est quelque chose à donner assez rapidement.
Et vraiment un côté très positif de cette journée de formation, ça a été de pouvoir échanger entre collègues SMUR et équipe PUI pour partager un vocabulaire commun et les pratiques, en fait, échanger sur nos pratiques à chacun d'entre nous. Donc voilà, donc la formation sur ce PSM, enfin ce PSM est aujourd'hui opérationnel, bien qu'il ne prenne pas en compte le nouveau référentiel qui vient de sortir, donc encore un travail à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc beaucoup de questions, puisque on aimerait pouvoir reproduire cette formation. Vers quels professionnels? Clairement, des professionnels des SMUR qui détiennent ces moyens, des équipes pharmaceutiques, sachant que normalement sur un PSM2, les équipes pharmaceutiques doivent pouvoir accompagner les professionnels SMUR. Dans un temps plus lointain, les équipes SMUR qui n'ont pas ces moyens, mais qui peuvent parfaitement être amenées à les utiliser sur un terrain. On l'a vu par exemple avec Saint-Malo. Alors dans quel cadre? Vous êtes des professionnels qui ont déjà beaucoup de formations réglementaires. Alors en rajouter une qui n'est pas obligatoire, ça peut poser problème certainement dans les emplois du temps et dans les financements. Et puis après reste le support. Cette première formation de test était vraiment portée par la mission, mais avec le soutien du CESU zonal et du CESU 35, qui ont été vraiment tous les deux moteurs pour nous permettre de mettre en œuvre cette idée qui avait germé en début d'année. Et donc voilà, il reste à voir, est-ce que c'est CESU zonal, est-ce que c'est le futur CESU régional, est-ce que c'est le CESU 35. Tout est à construire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Monique. Alors on va commencer avec du SSE, on finit avec une présentation SSE. Est-ce qu'il y a des questions? On ne va pas passer beaucoup de questions. Juste une question rapide. Jacques-Antoine Wallot de Pau. Les stagiaires, les bénéficiaires que vous avez conviés à votre formation sur le lot PSM, avaient-ils des prérequis et notamment étaient-ils formés au module SSE, enfin multivictime et autres, des AFGSU? Alors, pour les équipes SMUR, clairement, puisqu'en fait, on avait ciblé soit des formateurs SSE, oui, globalement, c'était des formateurs SSE ou des gens du SMUR de Rennes, et donc c'était vraiment des gens qui avaient, c'était OK. Pour les équipes pharmaceutiques, là, je vous invite à aller regarder qui sont les équipes pharmaceutiques qui sont formées dans vos établissements. Je pense que personne n'a son AFGSU 2. Moi, pour ma part, j'ai passé ma première AFGSU 2 l'année dernière grâce à Luc Baudelot. Voilà, je suis pharmacienne, radiopharmacienne à la base aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment une des difficultés, c'est que pour les équipes pharmaceutiques, on n'a pas cette culture. Moi, j'essaie maintenant de l'inculquer au sein de mon établissement. Et c'est vraiment pour ça que je me dis, en plus, il y a vraiment un retour, une vraie demande des équipes pharmaceutiques. Parce que sur une SSE, avoir des pharmaciens qui pourraient gérer les médicaments, ce qu'ils savent faire au quotidien pour libérer des soignants, ce serait vraiment un plus. Et dans ce cadre-là, il faut former les pharmaciens, sinon on ne peut pas les envoyer sur le terrain. On a beau dire il faut qu'ils y aillent, sans formation, c'est quand même compliqué. Merci. Merci beaucoup. On a un tout petit peu beaucoup dépassé le temps. Je m'en excuse, mais en fait, il y a eu beaucoup de sujets très intéressants. Donc, je rappelle, il y avait 24 candidatures, 24 propositions, dont nous avons vu un tiers à forte prédominance féminine. Ça, c'est important à souligner. Et j'aimerais bien souligner aussi qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été proposés par des infirmières et infirmiers. Du coup, vous êtes tous en train de vous en aller parce que vous avez un petit creux. Pour ceux qui sont en CALAR, donc, on vient me dire dans l'oreille, il faut absolument que vous évaluez ce que vous voyez. Les plénières, les ateliers, est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce qui a amélioré? C'est important pour les futurs colloques à organiser. Les QR codes, le QR code, le QR code. Sinon, il y a Charlotte qui nous a fait un résumé que je vous laisserai peut-être adorer à l'exposition parce que je pense qu'on a déjà trop dépassé et il faut que je montre encore des photos du concours photo. Si vous voulez bien regarder, parce qu'on a eu aussi un concours photo, les photos sont tous exposées à côté des planches que Charlotte elle nous présente. Donc, je vous montre quelques petites photos que nous avons reçues au concours, qui ont été également tous
évalué par un jury. Il y a aussi un peu de thématique SSE. Voilà. Il y en a qui se reconnaissent. Et encore du SSE. Donc en fait, vous voyez, ça peut être sexy, la SSE. Hein. Voilà. Un peu plus de GSU. De la CIM. Et je ne sais pas si la première photo a été bien vue. Monsieur, mesdames, à la régie, je crois que la première photo était zappée. On vous la remet pour que vous n'aurez rien loupé. Voilà. Parfait. Monsieur, mesdames, à la régie, est-ce qu'on peut enchaîner avec la vidéo? Parce qu'en fait, on a eu ici en concours vidéo, on a reçu une seule vidéo. Par ici! J'ai fait 5 insultations avant de commencer le massage et on m'a dit de faire 30 massages. Donc il est en asystolie. Asystolie, continue. Continue le massage. C'est bon, la voix elle est ok. Tu peux faire 1 milligramme dans 10 millilitres. T'as compris ce que j'ai dit? 1 milligramme dans 10 millilitres de Ouais. sérum. Comme ça, on fera 1 millilitre à chaque fois et ça fera 0,1. Ça nous fera une dilution à 10 pour 1 par rapport à ce qu'on a l'habitude. Commencez la RCP. Adré prête. Attends 3 secondes, je vois les cordes vocales. Allô? Oui, Du coup, bonjour, ça, c'est c'est le la- MCS auprès de Kevin au bord de la piscine. Voilà. Donc maintenant, vous avez tout vu. Les résultats demain sur la séance, pendant la séance actualité des CESU. Donc vous aurez demain toutes les remises et récompenses, que ce soit chercheur d'or, communication libre, photo, poster ou vidéo. Bon, pour la vidéo, ça va être vite vu, je pense. Mais voilà, sur ça, bon café.